La lutte contre la corruption dans le pays n'est que du vent si le régime Radziwiłł et les systèmes anticorruption ne prennent pas de mesures concrètes concernant l'affaire Romivos. Romivos Indianarsu, qui est toujours coupable de corruption malgré sa sortie de prison anticipée. La Banque centrale de Madagascar a augmenté son taux directeur de 0,5% hier le 6 août, une décision qui semblerait être dans le but de contrôler la hausse des prix, mais va davantage dissuader l'investissement et limiter la création de richesses dans le pays, selon les économistes. Dans l'actualité internationale, le Hamas palestinien a annoncé mardi avoir nommé son actuel numéro 1 dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, comme chef du groupe, à la suite de l'assassinat d'Ismaël Haniyeh la semaine dernière. Si le régime Radziwiłł et les systèmes anticorruption sont réellement engagés dans la lutte contre la corruption, ils devraient prendre des mesures concrètes concernant l'affaire Romivos. Romivos Indianarsu a été arrêté à Londres en août 2023 pour des accusations graves de corruption et de quête d'avantages personnels. Pourtant, les systèmes anticorruption de Madagascar ont observé l'affaire sans réagir, malgré le fait que la première impliquée soit malgache. Ils ont ignoré l'affaire jusqu'à aujourd'hui et sont restés silencieux. Cela fait maintenant 1 an qu'elle a été arrêtée et emprisonnée, mais à ce jour, aucune action significative n'a été prise par les autorités malgaches, hormis sa destitution. Radziwiłł et ses associés ont affirmé ne pas être au courant du voyage de Romi au Royaume-Uni, alors que l'on sait que Romivos s'y rendait en tant que directrice de cabinet de la présidence et non pour des raisons personnelles ou récréatives. Le nom d'Radziwiłł a été cité lors de l'arrestation de Romivos Indianarsu ainsi que durant les enquêtes et interrogatoires, mais il semble que cela n'ait pas suscité une réaction de la part du président pour l'inciter à ordonner une enquête officielle sur l'affaire, même de manière symbolique. Bien que le nom d'Radziwiłł ait été fréquemment évoqué, c'est l'honneur de Madagascar qui a été gravement terni puisque Romi Indianarsu est la première personnalité étrangère de cette envergure à être condamnée par les autorités britanniques parmi plus de 180 pays dans le monde. Les propos de la porte-parole de la présidence, Lovera Nroumar, sur RFI, a également surpris les observateurs lorsqu'elle a souligné que la présidence de la République n'est aucunement concernée par les déclarations faites par Romi Indianarsu sur TV5 Monde samedi dernier et que la présidence attend encore une lettre officielle du gouvernement britannique concernant cette affaire impliquant son ancienne directrice de cabinet. Les propos qui ont été tenus ont surpris dans la mesure où le verdict du tribunal qui a condamné Romivos Indianarsu à 42 mois de prison n'ont-ils donc pas été assez officiels pour la présidence? La libération de Romivos Indianarsu a suscité de nombreuses réactions, tant au niveau local qu'international, y compris de la part de la NSA qui se sont accordés à souligner que c'est l'Early Removal Scheme, ou IRS, qui a permis la libération anticipée de cette ex-directrice de cabinet, malgré une peine restante de 31 mois. Quelle explication officielle les autorités malgaches attendent-elles encore? Les commentaires d'Aurélien Antoine, professeur et expert en droit anglais sur RFI, ont renforcé cette perspective. Il a expliqué qu'en raison du nombre élevé de détenus au Royaume-Uni, diverses mesures ont été mises en place pour réduire la population carcérale dans l'IRS. Selon lui, Romi Indianarsu a probablement bénéficié de cette mesure. Il est important de noter que la sortie de prison ne signifie pas acquittement ni la disparition des charges, mais des sanctions telles que l'interdiction de franchir la frontière britannique pèsent encore sur elle. La libération de Romivos de la prison britannique a eu lieu durant la semaine du 22 juillet, selon ses propres déclarations sur TV5 Monde, tandis que certaines sources indiquent qu'elle a été libérée le 25 juillet. Cette période a coïncidé avec la visite d'Radziwiłł à l'aéroport d'Ifat, où il a mené une campagne contre la corruption. Ainsi, alors que sa proche Romivos, condamné pour corruption, sortait de prison, Radziwiłł se présentait comme un combattant de la corruption en se rendant à l'aéroport pour discuter de sanctions avec les agents mineurs de la douane. Il semble désormais évident que la visite présidentielle à Ifat le 23 juillet n'était qu'un coup de communication qui ne reflète aucune réelle volonté de lutter contre la corruption. Pour les observateurs, si Radziwiłł et le gouvernement dirigé par Christian Tse ne prennent pas leurs responsabilités dans l'affaire de Romivos Indianarsu, ainsi que les systèmes judiciaires comme le PAC, le Samfin ou le Bianco, le combat contre la corruption à Madagascar ne sera que du vent. Il est manifeste que des individus sans scrupules continuent de régner dans le pays, tandis qu'ils proclament que Madagascar doit se développer coûte que coûte. Les pratiques de népotisme demeurent leur mode de fonctionnement.
La Banque centrale de Madagascar a de nouveau augmenté son taux directeur de 0,5% dans le cadre de sa politique monétaire hier le 6 août. Auparavant, le taux de facilité de dépôt était de 9% et le taux d'intérêt de 11% selon la politique monétaire en vigueur depuis le 7 mai. Cette politique monétaire, révisée tous les 3 mois, est censée réguler le coût de la vie à Madagascar. L'augmentation des taux d'intérêt mise en œuvre par la Banque centrale au cours des 3 dernières années signifie restriction de l'argent en circulation en interne. Toutefois, cette hausse des taux d'intérêt dans les banques secondaires peut avoir pour effet de limiter la création de richesses en général. Limiter le coût de la vie en augmentant le taux directeur est une approche courante, mais si ce taux augmente considérablement, les taux d'intérêt suivront la même tendance. En tant que politique restrictive, elle ne limite pas seulement la demande, mais aussi la demande d'investissement. Les opérateurs économiques du secteur privé seront moins enclins à utiliser des fonds lorsque les taux d'intérêt sont élevés, car le coût du crédit dépasse les rendements attendus. Cela décourage l'investissement et la création de richesses, surtout dans un contexte où l'économie du pays est déjà fragile. Bien que le communiqué mentionne que les investissements publics prévus dans la loi de finances devraient augmenter l'offre, ce qui peut sembler théoriquement plausible. Il est en réalité plus important d'encourager les investissements privés. Cette décision de la Banque centrale de Madagascar s'inscrit dans le cadre des outils monétaires utilisés pour réguler l'économie, mais elle doit être accompagnée d'autres mesures économiques. Parmi celles-ci, une politique de production interne est essentielle pour garantir la stabilité de l'alliage et soutenir le développement économique global. Il ne faut pas se limiter à la gestion monétaire. Il est crucial d'augmenter la production. Une politique en ce sens devrait être mise en place. Si les autorités souhaitent restreindre la demande, il est important de se rappeler que 90% des Malgaches vivent dans la pauvreté, ce qui signifie qu'ils dépensent généralement l'argent qu'ils reçoivent immédiatement. Les Malgaches menant une vie luxueuse sont peu nombreux. Pour limiter la demande, il serait plus efficace d'imposer des taxes sur les produits de luxe et de faciliter les impôts pour la production. Cela permettrait de contrôler le coût de la vie sans recourir uniquement aux outils monétaires. L'outil fiscal pourrait ainsi jouer un rôle clé dans le contrôle du coût de la vie. La Banque centrale, en l'absence de telles mesures, ne peut être blâmée car elle s'efforce de limiter les dégâts. Si les dirigeants avaient adopté une politique axée sur la production, je suis certain que la Banque centrale n'aurait pas pris de telles décisions. Rappelons qu'en février 2024, la Banque centrale a établi que le taux de référence des banques de taille moyenne, c'est-à-dire le taux d'intérêt pour les banques secondaires, servirait de base pour les prêts urgents d'une journée auprès de la Banque centrale. Mais avec cette décision, la Banque centrale a repris sa politique de hausse des taux d'intérêt. Quel en est le résultat? Il semble qu'il y ait encore de nombreux Malgaches, qu'ils soient entrepreneurs ou salariés, ayant besoin de prêts. En effet, le nombre d'emprunteurs dans les banques centrales continue d'augmenter, comme le révèle l'enquête menée par la Banque centrale sur le secteur bancaire au cours des 3 derniers mois de 2023. Selon le rapport, 24% des emprunteurs sont dans le secteur de la vente et 15% d'entre eux empruntent pour des projets de bâtiments et de travaux publics. La politique générale de l'État, qui devrait être un plan pour le développement du pays, a été élaborée de façon précaire et bâclée selon les politiciens. Le Premier ministre a-t-il élaboré la PGE seul ou a-t-il suivi les directives du président de la République, axées sur les 3 grands piliers de son 2e mandat, ou bien seuls les ministres qui ont démissionné ont aidé à sa conception? Ce sont là les questions soulevées par les observateurs et les politiciens. On ne peut espérer un changement significatif dans la PGE que le Premier ministre présentera aux députés à la fin de cette semaine et au début de la suivante. Il semble que cette PGE ne fera que prolonger les actions précédentes qui ont déjà conduit à la régression du pays. Une politique générale de l'État avait déjà été présentée précédemment. Lors du discours du président, lors de la reconduction du même Premier ministre, il a été indiqué que la continuité des actions était attendue
ce qui suggère qu'aucun changement significatif n'est prévu. La précédente PGE reposait sur 3 piliers, le développement du capital humain, la bonne gouvernance et l'état de droit, ainsi que la promotion de l'économie et de l'industrie. Nous attendons maintenant la mise en œuvre de ce cadre général, mais selon ce que nous savons jusqu'à présent, notre économie est au plus bas. Il est difficile d'espérer un développement du pays face aux problèmes actuels, malgré les fréquents changements dans l'entourage du président. Ce politicien a souligné que des affaires comme celle de Romy sont honteuses et nuisent à la crédibilité du pays, dissuadant ainsi les donateurs et les investisseurs. Je suis convaincu que l'investissement est la véritable solution, mais les investisseurs, notamment étrangers, ne sont pas très enthousiastes à investir dans le pays, surtout lorsqu'ils voient des cas comme celui de Romy Vos. Il est donc essentiel d'établir un environnement d'affaires transparent et équitable, conforme à la loi. C'est la seule solution viable. Nous ne pouvons pas continuer à vivre sous la contrainte de la dette, où les prêteurs contrôlent tout. Il est important de noter que, en ce qui concerne les richesses minières, c'est la Banque mondiale qui impose les conditions nécessaires pour obtenir des subventions ou un soutien budgétaire. Pour le secteur de l'énergie et du carburant, c'est le FMI qui prend les décisions. Le nouveau gouvernement sera-t-il constitué avant ce vendredi afin que ses membres puissent présenter la politique générale de l'État avec le Premier ministre Christian Tsaï? La PGE proposée devra être mise en œuvre par les ministres qui seront nommés, même si des suggestions de particuliers chargés de gérer les départements ministériels seront prises en compte. Les dirigeants ne cessent de proposer des solutions, mais à court terme, pour faire face à la dégradation actuelle des routes nationales à Madagascar. La plupart des routes nationales n'ont pas été réparées depuis de nombreuses années et les autorités concernées semblent peu engagées. Selon les transporteurs de la gare Makia de Tapinak, le mauvais état des routes a un impact considérable sur les moyens de subsistance, mais surtout concernant la destruction des véhicules. Les routes se dégradent chaque année, d'où l'intensification de l'entretien des véhicules en raison des dégâts causés par cette dégradation. Malgré une vigilance constante, les dégâts persistent. En principe, les routes devraient être entretenues chaque année, mais ce n'est pas le cas. Il faut attendre qu'elles soient complètement détériorées avant de songer à les réparer. Le trajet de Maïvatanana à Antananarive, qui prenait auparavant 6 à 7 heures, dure désormais 9 heures, soit un ajout de 2 heures. Cette dégradation accroît le temps perdu et la consommation de carburant. Les dirigeants actuels veulent montrer grandement qu'ils prennent leurs responsabilités en réalisant des travaux de réparation, notamment sur la RN2, en cette période de vacances. Pourtant, le responsable de la gare de Makia de Tapinak a souligné que ce n'est pas seulement la route nationale numéro 2 qui devrait être réparée, car la plupart des routes nationales ont été détruites. Nous avons constamment proposé que la seule solution pour les routes nationales est leur réhabilitation, car il n'y a pas d'autre alternative. Nous espérons que toutes les RN seront réhabilitées, car la situation est extrêmement préoccupante pour les transporteurs, surtout une fois que la saison des pluies arrivera. En particulier, la RN6 ainsi que les régions de Sofia, Diana et Sava deviendront impraticables sans réhabilitation en cette saison sèche. Les routes nationales sont des artères essentielles pour le transport des produits entre les régions et doivent donc être régulièrement entretenues et réparées. C'est particulièrement urgent pour la RN2, la RN4, la RN5 et la RN6 qui sont gravement endommagées et jonchées de nids de poules. Un incendie a détruit 101 maisons dans le Foktan d'Ambaloch, commune de Kanzavat, district de Mananzar, le samedi 3 août dernier. Parmi ces maisons, 85 ont été entièrement brûlées et 16 ont dû être démolies. Cette tragédie souligne l'importance pour chaque ménage de respecter les normes et les étapes de construction et de consulter les responsables communaux avant de commencer les travaux. Cela permettrait de prévenir les catastrophes et de garantir une meilleure sécurité des bâtiments. Amle elangelan trano zaho dia magnano soa vao misika fokon'olona agnatin'ny quartier
Je fais appel à tous les habitants du quartier avant de commencer la construction d'une maison. Il est essentiel de se rendre à la commune pour obtenir l'autorisation nécessaire. En effet, il arrive que des voisins empiètent sur les terrains d'autrui. Il est crucial de respecter l'écart, au minimum chaque accord d'un demi-mètre, même s'il me semble que la norme est de 1,50 m, soit 73 cm de chaque côté. Personne ne devrait entreprendre des travaux de construction sans avoir consulté la commune et le Fonkotany pour vérifier les conditions et obtenir les autorisations requises. Zay zany tena mpafangatana hoe sy tokony misy olona nangatrano raha sy mandalo amin'ny commune sy amin'ny Fonkotany izy revana zareo akaiko hoe io zay ianao vao afaka manangana. Arrivé à Kianzavat, le lundi 5 août, l'association Mifangombe, dirigée par le député de Mananzar, Charles Mamiad, a remis une aide de 2 500 000 AGH à la population locale. Le député appelle tous ceux qui souhaitent aider, en particulier les dirigeants, à soutenir les sinistrés de cette commune. Quatre grands projets sont actuellement regroupés dans un consortium financé par l'Union européenne visant à renforcer la lutte contre les effets du changement climatique dans le Sud. Nommé projet AVC, ce dernier durera 2 ans et devrait bénéficier à environ 270 000 personnes. Deux localités, Amboissar et Ambouvumbe, sont en grand danger. Cependant, ce projet touchera tous les districts des 3 régions concernées. Ce que nous attendons, c'est la poursuite des efforts déjà fournis dans la mise en place d'actions anticipatoires pour minimiser l'impact d'éventuelles catastrophes sur la population. Dans le contexte du Sud, il ne s'agit plus de cyclones, mais de famine. Le projet sera lancé dans 16 communes réparties sur 4 districts, Ambossar Sud, Ambouvumbe, Pelou et Ampani. L'accent est mis sur la résilience de la population locale face aux impacts du changement climatique. Le Centre de prévision météorologique jouera un rôle dans la coordination des travaux. Le rôle de Météo Madagascar est de prévenir à l'avance les événements climatiques potentiels. Chaque année, nous publions les prévisions pour la saison des pluies et cette année, elles seront publiées le 3 octobre. Au plus tard, le 15 octobre, nous devons prendre des mesures anticipatoires. Aucune action ne peut être envisagée sans les prévisions fournies par la Météo Madagascar. Selon les politiciens et analystes, de nombreux projets ont été initiés et poursuivis dans le sud de l'île, mais sans résultat tangible. La raison en est que les dirigeants ne savent pas exploiter les nombreuses ressources dont dispose Madagascar, ni comment les répartir efficacement. Comment se fait-il que la nourriture à Antananarivo et Tomomasna ne parvienne pas au sud, alors que cette région est en crise de famine et que se nourrir quotidiennement nécessite des sommes considérables? C'est une question cruciale qui souligne la nécessité d'un PGE efficace pour déterminer les actions nécessaires. Il est honteux que des Malgaches meurent de faim alors que le pays regorge de nourriture qui est souvent gaspillée. À Antananarivo, par exemple, les bananes pourrissent en fin de journée, faute de consommation. Alors pourquoi ne pas les envoyer au sud? Ce ne sont là que quelques exemples. Il est impératif de renforcer la solidarité et d'améliorer la capacité des dirigeants à identifier les besoins régionaux et à coordonner l'aide entre les régions. C'est ce genre de solidarité, soutenu par un programme étatique efficace, qui permettra une distribution optimale des richesses nationales. Le projet AVC ciblera spécifiquement les enfants et les femmes selon les explications. De plus de 16 000 personnes handicapées devraient également bénéficier de ce projet officiellement lancé aujourd'hui.